Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir pour cette conférence sur le diabète de type 2 et les complications cardiovasculaires dans le cadre de la Semaine nationale des maladies cardiométaboliques. Je suis Francine Trosmé, la responsable du pôle communication et mécénat de l'IHU ICANN. Je suis accompagnée pour animer cette conférence d'Alexandra Chanron et d'Anastasia Gomard de l'équipe communication de l'IHU. Donc, on organise en fait cette conférence dans le cadre d'une campagne de prévention sur les maladies cardiométaboliques afin de sensibiliser le public à ces maladies et à leurs complications. Donc pour cette conférence sur le diabète de type 2, nous avons le plaisir d'accueillir donc le docteur Jean-François Thébault, cardiologue, membre de la Fédération française de diabétologie, enfin, vice-président en charge du plaidoyer de la Fédération française de diabétologie, et le professeur Olivier Bourron, diabétologue à la Pitié-Salpêtrière. Pour démarrer, je vais vous laisser la parole, Monsieur Thébault, pour nous parler de votre parcours, cette fois sur le volet patient, sur votre parcours en tant que personne diabétique. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup à l'ICANN d'avoir invité la Fédération française des diabétiques. C'est important qu'il y ait cette collaboration entre les médecins, les chercheurs et les patients et la société civile pour un sujet qui est aussi important que la prise en charge du diabète. Alors, je suis pas là même si je suis cardiologue et médecin, là, je suis en tant que diabétique. Si je suis à la Fédération française des diabétiques, c'est en tant que diabétique. Je suis d'ailleurs le seul médecin du conseil d'administration de la Fédération française. Et donc, j'ai un parcours de diabétique de type 2, ancien. Bon, j'ai 76 ans, presque 77. Je suis diabétique de type 2 depuis plus d'une vingtaine d'années. J'étais hypertendu de longue date et obèse. J'ai été obèse toute ma vie, malgré beaucoup d'efforts, puisque j'ai dû perdre dans ma vie, j'ai compté plus de 130 kilos en cumulé avec les fameux régimes yo-yo. Mon diabète découvert lors de bilans systématiques que je faisais en tant que cardiologue, quand même, j'essayais de me suivre, et pas de dyslipidémie par ailleurs et pas de tabagisme. Était, comme a dit le diabétologue que j'ai consulté, un petit diabète. Je ne sais pas si ça existe vraiment, mais il était considéré comme un petit diabète. Un petit peu de metformine et un petit peu de bons conseils, de pondération sur l'alimentation et l'alcool qui m'avaient fait perdre quelques kilos à l'époque. Et j'étais stabilisé avec une hémoglobine aux alentours de 6,5, 6,7 très régulièrement. Et puis j'ai changé de vie. En tant que médecin libéral, exerçant dans une clinique et dans un cabinet en banlieue à Sarcelles, en secteur 1, j'avais une activité physique, même si je faisais pas du tout de sport, si du tennis une fois par semaine. J'avais une activité physique extrêmement importante dans la mesure où, siégeant dans un cabinet d'une clinique de l'autre côté de la rue, avec un cabinet en sous-sol et mon service de cardio que je dirigeais à l'époque au premier étage de l'autre côté, je passais mon temps à faire des allers-retours, à bouger, à marcher, à monter les escaliers, à descendre les escaliers. Et j'avais même mesuré à l'époque avec des podomètres qu'on nous avait donnés, que je faisais aux alentours de 10-15 000 pas par jour quand je travaillais à Sarcelles. Et puis j'ai changé de vie parce que j'ai été nommé membre du collège de la Haute Autorité de Santé. Et du jour au lendemain, mon activité physique est devenue quasi nulle puisqu'on passait nos journées assis dans des réunions de bureaux, etc. Et à ce moment-là, paradoxalement, même si je me suis senti fatigué, je me trouvais plutôt pas mal. J'avais maigri un peu, j'étais content. Je n'ai pas remarqué que je buvais tout le temps et que je faisais pipi beaucoup au bout de quelques mois. Et à un moment où très fatigué, je me suis fait un bilan pour voir s'il n'y avait pas quelque chose ou pas. Et, oh surprise, hémoglobine glyquée à 11,9 et pas loin de 3 grammes de glycémie. Alors panique à bord. Vous voyez, j'avais rien changé d'autre, sauf que peut-être je déjeunais à midi régulièrement avec les collègues du collège alors que je ne le faisais pratiquement pas. Et surtout, une activité physique qui avait complètement disparu du fait d'une sédentarité complète. Mes amis diabétologues à l'époque m'ont vite remis en selle en ajoutant à l'époque des sulfamides des PP4. Et effectivement, en un mois, j'étais retombé à 8 d'hémoglobine glyquée et en 3 mois, j'étais de nouveau en dessous de 7 en continuant une activité physique, cette fois-ci volontaire, un peu plus importante.
À cette époque, c'était donc il y a à peu près maintenant un peu 5-7 ans, sont apparus les agonistes du GLP-1. Et comme j'étais toujours trop gros, avec un IMC de l'ordre de 32, bah et que bien que mon diabète soit bien équilibré, je me suis mis tout seul, contre l'avis d'ailleurs de ma diabétologue, sous agoniste du GLP-1, en disant après tout, si ça peut faire arrêter les sulfamides, ce sera pas plus mal. Puisqu'on dit que c'est pas très bon et que j'avais une petite tendance hypoglycémique dès que j'étais passé. Donc je me suis mis d'abord sous Ozempic que j'ai pas toléré au point de vue digestif, donc j'ai changé. Je me suis mis sous Trulicity. En fait, c'était pareil, mais du coup j'ai persisté et j'ai toléré le traitement, a augmenté progressivement la dose pour être. Et avec ce traitement, j'ai perdu progressivement en 3 ans près de 17 kilos. Et mon hémoglobine glyquée était parfaite. Sur ce, je fais une pseudo-polyarthrite rhumatoïde et rhizomélique, pardon, et décision de me mettre sous corticoïde, décision du diabétologue, donc dit il va falloir passer à l'insuline, refus absolu de ma part parce que l'insuline ça me fait grossir et puis je me disais si lui met j'y resterai toujours, donc je lui dis écoutez, je mets un capteur de glycémie, un freestyle que j'achète de ma poche puisque c'est pas remboursé et je vais essayer de gérer mes glycémies avec un peu de sulfamide au cas où en plus. Donc j'ai augmenté les doses de Trulicity à 4,5 mg et géré comme ça un petit peu les doses de sulfamide, hein, du glimépiride. Il m'en fallait pas beaucoup. Il me fallait 2 mg, c'était trop, 1 mg, 1 mg, 1 mg et demi, voire 0,5 mg à la fin. Et ça m'a permis de passer tout ce cap de corticothérapie, et y compris après une intervention importante où là aussi on m'a dit il faut vous remettre l'insuline le temps de l'intervention, nouveau refus de ma part, rebelote, on a refait pareil il y a quelques temps, mais ça, tout ça, j'ai pu le gérer grâce au freestyle qui m'a permis effectivement de gérer à la fois mon alimentation et le dosage des médicaments. Et puis une fois tous ces épisodes terminés, eh bien, je suis maintenant bien stabilisé. Mon hémoglobine glyquée est en dessous de 7, 6-7 la dernière. Et j'ai arrêté, bien sûr, les sulfamides avec le traitement que j'ai. Point particulier, bah, j'ai toujours des nausées. Je suis toujours pas très bien d'un point de vue digestif. Après plus de 50 traitements, on m'a dit que ça se passait avec le temps. Moi, ça se passe pas, mais je le supporte parce que l'effet est très important. Un petit point particulier, j'ai repris du poids progressivement. Les 17 kilos que j'avais perdus, j'en ai repris tranquillement 3-4 kilos qui sont à peu près stables et que j'arrive pas à reperdre. Bon, enfin, mon IMC maintenant est à 30, mon hémoglobine glyquée à 6-7, donc je me trouve pas si mal que ça. Et je dois dire que, alors, entre-temps, mon cardiologue, parce que bien qu'étant cardiologue, mon diabéto et ma famille m'a imposé de voir un cardiologue, mon cardiologue m'a ajouté à mon traitement, comme je suis hypertendu, un SGLT2 il y a à peu près 3-4 ans. Ça n'a pas modifié grand-chose à mon équilibre glycémique, ça n'a pas modifié grand-chose à ma tension, mais c'est un traitement purement préventif cardiovasculaire compte tenu de toute l'importance des risques que j'ai. Voilà, un tout petit point particulier quand même, on dit que ça supprime les addictions, les agonies du GLP-1. Et ben moi je me suis remis à fumer à un moment, vous voyez, c'est pas terrible. Bon, j'ai arrêté depuis. Et puis ben j'ai pas du tout une aversion à l'alcool, je dirais plus au contraire, parce qu'avec les troubles digestifs que j'ai, les liquides passent mieux que les solides. Voilà, une petite expérience de diabétique de type 2 qui n'a pas voulu de l'insuline et qui a résisté malgré le temps aux pressions du corps médical. Merci beaucoup pour ce témoignage, Monsieur Thébault. Euh, Professeur Bourron, donc on vous laisse la parole pour l'aspect plus justement dépistage, prise en charge plus conventionnel. Bah, merci, merci Jean-François Thébault pour ce témoignage. Alors qui montre quand même qu'équilibrer les glycémies, c'est pas si facile entre les effets secondaires, les différents types de traitements. Donc certes, il y a de nombreux moyens, mais il y a aussi des obstacles à franchir et c'est tout le parcours. Voilà, ça va être un parcours d'obstacles à franchir. Et on voit bien qu'il y a une personnalisation à faire de tous ces traitements. Et puis au-delà de l'équilibre glycémique, c'est la prise en charge
globale des facteurs de risque cardiovasculaire. Vous avez parlé de l'hypertension artérielle, du tabac, de l'alcool aussi, hein, qui est un facteur de risque peut-être un peu sous-estimé. Et puis, l'enjeu de tout ça, c'est quoi? Bah, c'est éviter les complications et en partie limiter les complications macro-angiopathiques. Donc, je vais enchaîner du coup sur cette présentation sur, hop là, si je le retrouve. Voilà, ça doit Pendant être que vous ça. la cherchez, un petit point, même si j'ai été un peu non conventionnel, j'ai parfaitement suivi toutes les recommandations de bilan et j'ai été extrêmement rigoureux sur ce sujet. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon diaporama? Oui, très bien. Eh bien, parfait. Donc, effectivement, moi, je vais vous parler des complications cardiovasculaires dans le cadre du diabète de type 2. Alors, à quoi correspond la maladie cardiovasculaire? Eh bien, ça correspond aux atteintes, bien sûr, cardiaques, hein, le rétrécissement des artères qui vascularisent le cœur, les artères coronaires, qui peuvent aboutir aux fameuses angores, l'angine de poitrine, à l'infarctus du myocarde. Qui peut être associé à une cardiopathie dite ischémique lorsque ces artères sont bouchées et qui peut elle-même aboutir à une insuffisance cardiaque et à des troubles du rythme cardiaque. Vous avez également des atteintes artérielles périphériques au niveau carotidien, avec là aussi des bouchons artériels qui peuvent aboutir au fameux AVC, l'accident vasculaire cérébral, et puis également en périphérie, peut-être un peu sous-estimé et dont on parle pas tellement ou pas assez, l'atteinte artérielle périphérique au niveau des membres inférieurs, dont le risque majeur est bien sûr le risque d'amputation. Alors, le diabète, ça a été dans les années, fin des années 90-2000, considéré, le diabète de type 2, comme un équivalent de maladie coronaire. En effet, si on regarde dans les grandes études en population globale de patients avec diabète de type 2 et qu'on compare avec des données chez les patients qui ont déjà eu un infarctus du myocarde, et ben on se rend compte que le risque de mortalité cardiovasculaire est multiplié par 2 à 3 chez les patients avec diabète de type 2, ce qui est exactement la même prévalence de mortalité cardiovasculaire que ce qu'on va avoir chez les patients qui présentent une cardiopathie ischémique, qui ont déjà fait un infarctus du myocarde. Donc cette idée, voilà, d'équivalent de maladie coronaire provient de ces grandes études épidémiologiques. Alors si on regarde un peu plus en détail, environ 3/4 des personnes avec diabète de type 2 sont à risque de maladie cardiovasculaire, c'est-à-dire qu'elles possèdent un terrain propice au développement de ces maladies cardiovasculaires. On en parlera un peu plus précisément tout à l'heure. Au diagnostic du diabète, environ 20% des patients avec diabète de type 2 ont déjà une maladie cardiovasculaire. Donc, ont déjà une complication au niveau cardiaque, cérébral ou artériel périphérique. Dans le monde, toutes les 8 secondes, eh bien, une personne avec diabète décède d'une de ces complications. Et puis, chez les patients avec diabète de type 2, on considère que la moitié des décès sont dus à des causes cardiovasculaires. 8 à 9 décès sur 10 par maladie cardiovasculaire sont liés directement à ce qu'on appelle la maladie cardiovasculaire athéromateuse. Donc, c'est vraiment ce qui touche l'artère, ce qui bouche l'artère. Donc, c'est l'infarctus, l'accident vasculaire cérébral notamment. Et si on se concentre sur les patients avec diabète de type 2 âgés de plus de 65 ans, eh bien, les maladies cardiovasculaires sont responsables de 2/3 des décès. Donc, ça impacte d'autant plus les patients avec diabète de type 2 qui sont âgés.
Et à l'âge de 60 ans, en moyenne, on considère que l'espérance de vie est réduite de 12 ans pour une personne atteinte de diabète de type 2 qui a subi un accident cardiovasculaire, infarctus ou AVC. Donc ça, c'est un tableau assez dramatique, je dirais. On va voir que il faut mesurer, pondérer les choses, hein, on verra dans quel contexte. Ça, ce sont des données générales. Alors, qu'en est-il en France? Eh bien, il y a des données hein, qui ont été faites sur 7 pays dans différentes régions du monde, dont la France, et qui montrent que un patient avec diabète de type 2 sur 3 présente des maladies cardiovasculaires, qu'elles soient cardiaques ou neurologiques ou artérielles périphériques. Et si on compare la France aux autres pays étudiés dans ces différentes régions du monde, eh bien, on voit qu'on est dans la moyenne. Hein, un peu moins de 35% des patients dans ces différentes régions présentent une maladie cardiovasculaire. Vous voyez que la France qui est ici, eh bien, c'est exactement dans la moyenne. Il y a quelques pays qui font beaucoup moins bien, comme Israël, le Brésil, l'Argentine et étonnamment l'Italie. Et puis d'autres qui font beaucoup mieux, comme la République tchèque, l'Arabie saoudite et la Turquie, un petit peu mieux également que la moyenne de cette étude. Alors, je disais, c'est assez dramatisant les propos que j'ai eus tout à l'heure, et il faut les pondérer. Parce qu'en fait, la population avec diabète de type 2, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas tout à risque cardiovasculaire et qu'en fait, il y avait une hétérogénéité du risque cardiovasculaire au sein de la population et qui dépendait de nombreux facteurs de risque. Alors, vous connaissez les plus répandus, le tabac, l'âge, la sédentarité, Monsieur Thébault en a parlé, l'obésité, l'hypertension, bien sûr, la dyslipidémie, et puis des facteurs de risque peut-être un peu moins connus, reliés au diabète. Alors, bien sûr, la durée d'imprégnation hyperglycémique est importante, puisqu'elle va directement impacter les organes et les artères. Et les complications microangiopathiques sont particulièrement associées au risque cardiovasculaire, et notamment la néphropathie. Et au-delà d'un marqueur, la néphropathie est un véritable facteur de risque cardiovasculaire, de même que la neuropathie, en particulier la neuropathie autonome cardiaque. Et la rétinopathie, elle, est peut-être plus un marqueur de l'atteinte microangiopathique, donc des petits vaisseaux artériels, plus des gros vaisseaux comme peut l'être l'artère coronaire, mais des petits vaisseaux, mais qui intervient quand même dans les causes de maladies cardiovasculaires. Et donc, en fonction de la présence ou de l'absence de ces facteurs de risque cardiovasculaire, de l'intensité de leur expression, eh bien, on va passer d'une population à risque faible à modéré à une population à très haut risque cardiovasculaire. Donc, il y avait vraiment une hétérogénéité importante qu'on essaie, nous, d'évaluer en clinique hein, pour adapter la prise en charge de manière personnalisée et individualisée. Mais c'est vraiment un challenge d'évaluer ce risque cardiovasculaire au cours du diabète de type 2. Alors, juste une petite aparté sur le paradoxe du risque cardiovasculaire en fonction du sexe hein, dans la population avec diabète de type 2. Hein, vous savez que dans la population générale, les femmes sont moins exposées au risque cardiovasculaire. Eh bien, dans la population avec diabète, c'est toujours vrai. Les femmes font moins d'événements cardiovasculaires que les hommes, mais par contre, l'augmentation du risque entre femmes sans diabète et femmes avec diabète de type 2 est beaucoup plus importante que l'augmentation du risque observée chez les hommes sans diabète par rapport aux hommes avec diabète. Vous voyez ici qu'on a une augmentation vraiment très importante par rapport aux hommes du surrisque de cardiopathie ischémique et d'accident vasculaire cérébral. Et on a sans doute une tendance à sous-estimer le risque cardiovasculaire de nos patientes. Peut-être qu'on est
trop dans l'inertie thérapeutique, qu'on n'est pas assez incisif dans la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire dans la population féminine qui présente un diabète. Alors, toujours dans cette même étude mondiale, hein, dans les différentes régions du monde, vous voyez un peu la représentation des maladies cardiovasculaires que l'on rencontre. Alors, sans grande surprise, hein, les maladies cardiaques sont celles qui sont les plus présentes, et en particulier les maladies athéromateuses, et notamment la cardiopathie ischémique, qui présente voilà, 20% des causes de prévalence des maladies cardiovasculaires. Vient ensuite la maladie carotidienne, et qui est très associée donc aux accidents vasculaires cérébraux, et sans doute sous-estimée parce que moins recherchée, la maladie artérielle périphérique arrive en dernière position. Mais il y a sans doute là aussi un effort particulier à faire, et c'est une thématique vraiment qui doit porter notre intérêt actuellement dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Alors, pour rebondir encore sur les données un peu dramatisantes par lesquelles j'ai commencé, il y a quand même des données positives. Donc déjà, tous les patients avec diabète de type 2 ne sont pas à risque cardiovasculaire élevé. Et en plus, les complications cardiovasculaires eh bien, diminuent. On arrive à mieux traiter les patients, et les données françaises épidémiologiques issues de l'étude Entraide, hein, qui compare la prévalence des complications du diabète entre 2007 et 2019, montrent qu'on a eu une diminution en valeur absolue de 2,4% des complications, notamment coronaires, donc la cardiopathie ischémique, avec donc une prévalence qui laisse supposer qu'on traite mieux les patients, et qui laisse supposer également une dynamique positive pour l'avenir, avec les nombreux traitements bénéfiques sur le plan cardiovasculaire qui sont maintenant à notre disposition. Et ces données françaises, elles s'inscrivent tout à fait dans ce qu'on voit au niveau mondial, hein. Ça, c'est des données américaines. Vous voyez qu'entre la fin des années 90 et les années 2010, on a vraiment une réduction très importante, de l'ordre de 40%, des accidents vasculaires cérébraux, des accidents ischémiques cardiaques, et également une diminution significative des amputations qui reflètent l'amélioration de l'état artériel périphérique. Donc on prend mieux en charge les complications cardiovasculaires, et ça a un impact en termes de réduction des complications cardiovasculaires. Alors, comment mieux prendre en charge ce risque cardiovasculaire? Bien, mieux cibler les patients en évaluant au mieux leur risque cardiovasculaire, et en ayant une stratégie, je dirais, holistique de prise en charge thérapeutique, qui va de la lutte contre l'obésité, la sédentarité, qui sont vraiment des piliers fondamentaux à avoir dans la prise en charge thérapeutique, jusqu'à la qualité du sommeil, la lutte contre les toxiques, que ce soit l'alcool, le tabagisme ou certaines drogues qui sont également toxiques pour les artères, et puis la prise en charge plus classique des facteurs de risque cardiovasculaire que je vous ai présenté tout à l'heure, avec des traitements cardioprotecteurs qui sont particulièrement efficaces actuellement. Alors, juste une petite aparté sur l'équilibre du diabète. Alors, c'est bien démontré dans les complications microangiopathiques, hein, baisser ou améliorer l'équilibre glycémique permet de prévenir les complications rénales, rétiniennes, neurologiques du diabète, mais ça permet également de limiter le risque cardiovasculaire, hein. Dans les méta-analyses, on est entre moins 10 à moins 15% d'événements cardiovasculaires sur le long terme, lorsqu'on baisse d'un point l'HbA1c, avec un effet cumulatif. Et l'autre question, c'est comment améliorer les glycémies. Et actuellement, on a quand même à disposition des traitements du diabète
on en a parlé avec monsieur Jean-François Thébault, qui sont particulièrement intéressants dans la prévention du risque cardiovasculaire. Alors bien sûr, on a notre vieille metformine qui a maintenant plus de 80 ans d'existence, qui avait d'ailleurs été découverte à la Pitié par Jean Stern dans les années 40, et pour laquelle, certes, on n'a pas d'études randomisées pour prouver un effet cardioprotecteur, mais on a tellement de données sur ces années, des données sur des millions de patients qui montrent un bénéfice cardiovasculaire qu'on peut l'utiliser vraiment les yeux fermés, tant son innocuité est avérée et son bénéfice cardiovasculaire existant. Et puis ces dernières années, on a eu des nouveaux traitements du diabète de type 2, les analogues du GLP-1 et les inhibiteurs du SGLT2, qui ont montré des bénéfices cardiovasculaires, cette fois dans des études vraiment bien faites, où on tire au sort, on est en aveugle, on ne sait pas ce que prennent les patients, avec des très grands effectifs sur des durées de suivi assez longues. Et donc, par exemple, avec un de ces analogues du GLP-1, le liraglutide, il a été montré qu'il suffisait de traiter pendant 3 ans 66 patients pour éviter un événement cardiovasculaire majeur de type infarctus, accident vasculaire cérébral ou éviter une mortalité d'origine cardiaque. Et il fallait seulement traiter 98 patients pendant 3 ans pour éviter un décès, toutes causes confondues. Donc ça, c'est des données qui sont sur le plan clinique très pertinentes et de très grande valeur. Et pour les inhibiteurs du SGLT2, là j'ai pris l'exemple de la dapagliflozine, eh bien il suffit de traiter 19 patients pendant un peu moins de 4 ans pour éviter un décès, toutes causes confondues, avec un bénéfice cardiovasculaire avéré. Alors cependant, on a des outils, ils marchent très bien, mais on a l'impression qu'il y a une certaine inertie thérapeutique et qu'il y a vraiment des progrès à faire de notre côté, médical, parce que lorsqu'on regarde la prescription de ces thérapeutiques du diabète de type 2 qui ont montré un bénéfice cardiovasculaire, qu'on regarde dans les populations atteintes de maladies cardiovasculaires, c'est ici, ou sans atteinte cardiovasculaire, on voit qu'il n'y a finalement pas tellement de différence. Et avec des niveaux de prescription qui sont assez faibles. Seulement un patient sur 5 bénéficie soit d'un agoniste des récepteurs au GLP-1, soit d'un inhibiteur au SGLT2, alors qu'il a une maladie cardiovasculaire et qu'on sait que ce sont des médicaments qui permettent de prévenir la survenue des événements cardiovasculaires. Donc, c'est une perte de chance pour 4 patients sur 5. Donc, il faut regarder un petit peu pourquoi ces patients n'ont pas ces traitements et essayer de revoir un petit peu notre prise en charge thérapeutique. Et au-delà des traitements du diabète, c'est également le cas pour des traitements antihypertenseurs, ici, pour des médicaments contre le cholestérol, qui ont eux aussi prouvé leurs bénéfices cardiovasculaires, en particulier dans les populations qui ont déjà une maladie cardiovasculaire établie. Et vous voyez qu'ici, dans les barres bleu clair, où on a déjà une maladie cardiovasculaire établie, on n'est pas à 100%, on est même loin de là. On a 6 patients sur 10 qui ont un traitement contre le cholestérol. On a un peu moins de 8 patients sur 10 qui a un traitement pour l'hypertension artérielle. Et donc, on a là aussi des progrès à faire et comprendre un petit peu où sont les freins. Donc, pour conclure, le diabète de type 2 mal équilibré, a fortiori s'il est associé à d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, est associé à un risque cardiovasculaire élevé à très élevé. Donc, tout l'enjeu va être de cibler ces populations de patients avec diabète de type 2 à risque cardiovasculaire élevé à très élevé pour leur proposer des thérapeutiques qui prennent globalement en charge le patient et l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire pour pouvoir
limiter le risque de complications. Donc ça passe par le traitement des dyslipidémies, de l'hypertension, privilégier les traitements du diabète qui sont cardioprotecteurs et ajouter, si besoin, des antiagrégants plaquettaires. Voilà, je crois que j'ai fait le tour global de la question et je vous repasse la parole. Merci beaucoup, professeur Bourron. Surtout pour tous les participants, n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil des conversations. On les prendra à la fin des interventions, hein, pour pouvoir les poser aux intervenants. Docteur Thébault, je vous laisse la parole. Oui, oui, avec plaisir. Alors, vous voyez ma présentation et vous m'entendez? Oui, absolument. Bon, parfait. Donc, merci beaucoup, professeur Olivier Bourron, pour cette présentation très riche, très didactique et qui va vraiment dans le sens de nos préoccupations. Voilà, mais il y a d'intérêt qui sont déclarés de manière exhaustive en ligne sur le site des pays déclaration du santé.gouv. Donc, voilà une chose qui est faite. Et donc, et qui va parfaitement dans les préoccupations qu'on a à la Fédération française des diabétiques, justement d'élargir le concept de la prise en charge, notamment pour ce qui concerne la prévention primaire et la prévention secondaire, comme ça a été très bien dit, pour dire bah, l'équilibre glycémique c'est bien mais ça suffit pas, et il faut vraiment prendre en compte l'ensemble des facteurs, parce que comme ça a été très bien dit, quand on privilégie en prévention primaire, en disant on va lutter contre l'obésité, on lutte contre le diabète. Quand on dit qu'on va lutter contre le diabète, on lutte contre l'obésité, contre l'hypertension, contre les facteurs de risque, contre tout un tas d'autres choses. Et c'est vraiment, je voudrais insister sur actuellement notre doctrine, notre philosophie de cette prise en charge holistique extrêmement importante des patients dans leur intégralité, avec toutes les différentes pathologies qui sont donc dues à ces problèmes cardio-métaboliques très importants. Donc je vais pas revenir sur toutes les descriptions qui ont été faites. D'ailleurs, un certain nombre de diapos sont soit complémentaires, soit un peu redondantes avec celles qui ont été présentées, puisqu'on est dans le même sujet, mais avec une perspective pas sûre. Simplement pour remettre en perspective, en France, il y a un peu plus de 4 millions de personnes diabétiques qui prennent un traitement pour le diabète, diabète de type 2. Hein. Les diabétiques de type 1 qui sont très différents, mais pour autant qui ont les mêmes complications à terme, hein, puisqu'il y a un même mécanisme, et qui est celui de l'hyperglycémie et de l'insulinorésistance qui apparaît également chez les diabétiques de type 1 au bout d'un certain temps, fait que on a vraiment des causes communes. Donc, à la fédération, on fait un certain nombre de choses, un certain nombre d'études, et on essaye de comprendre les enjeux et les controverses qu'il peut y avoir, notamment celle qui a été dite en filigrane et qui est très importante sur la place de la metformine ou pas, parce que moi-même, quand j'ai été traité, un certain nombre de confrères généralistes m'ont dit mais à quoi ça sert que tu prennes la metformine? Il n'y a pas d'études qui montrent que ça sert à quelque chose. À quoi ça sert ceci? Donc on est vraiment dans une forme de controverse sur l'utilité de ces médicaments qui étaient bien mis en évidence parce que l'équipe glycémique c'est quand même l'essentiel de la prise en charge. Alors on fait quelques constats, mais ça a été dit. Hein, le diabète c'est une maladie grave, première cause de cécité en France, première cause d'insuffisance rénale dialysée ou greffée, première cause d'amputation, excusez-moi, j'ai mis 2 fois cécité, première cause d'amputation. Les principales causes de décès des patients atteints de diabète de type 2 vont être cardiovasculaires. Et comme ça a été très bien dit, en fait, il y a une grande inégalité dans les facteurs de survenue de ces complications parce qu'on ne sait pas très bien pourquoi il y a des diabétiques, aussi bien de type 1 que de type 2 d'ailleurs, qui font des complications et parfois des complications très précoces de type insuffisance rénale, par exemple, ou rétinopathie diabétique, alors que d'autres vont faire 20 ans, 30 ans, 40 ans de diabète et donc, il y a beaucoup d'études actuellement, beaucoup de cohortes qui sont faites par les différents services et laboratoires d'INSERM en France, auxquels nous participons à la fédération,
à notre niveau pour essayer de déterminer quels vont être ces patients les plus à risque, soit d'un point de vue génétique, soit du fait de leur composante inflammatoire, soit immunologique. Alors, dans les constats qu'on peut faire aujourd'hui, un tiers des patients diabétiques sont découverts, le diabète est découvert au moment d'une complication. Un infarctus, un AVC, une rétinopathie, une baisse de la vision, etc. Donc, c'est vraiment, on voit que le dépistage en amont est très insuffisant, que ce soit du prédiabète, des diabètes, et même des complications des diabètes, parce que le suivi recommandé est très insuffisant. Ça, c'est pour le dépistage. Et pour la prévention, ça a été dit, et on le remontrera dans une étude qu'on a faite, qu'elles soient en primaire, secondaire ou tertiaire, effectivement, les prescriptions sont très insuffisantes. Un point particulier d'un point de vue, on va dire, de reconnaissance des autorités, même la Haute Autorité de Santé l'avait noté dans son avis sur le Trulicity en 2020, le dulaglutide, de dire que c'était la première fois qu'un médicament contre le diabète montrait une réduction par lui-même du risque cardiovasculaire. Et après, ça a été montré avec les SGLT2, mais c'est des points extrêmement efficaces et utiles, même si il faut traiter tous les autres facteurs de risque, hypertension, dyslipidémie, comme ça a été très bien dit. En fait, la difficulté qu'on a, c'est une difficulté conceptuelle. On avait jusqu'à présent un peu la tendance à prendre chaque pathologie et avec ses prises en charge distinctes, indépendamment les unes des autres, avec un certain nombre de concepts qui ont été développés au fur et à mesure des années, celui de l'obésité, celui du syndrome métabolique, le diabète, les dyslipidémies, et même celui du NASH, qui est devenu maintenant MASL et MASH, et qui semblait être traité pas de manière holistique, mais de manière assez segmentaire. Syndrome métabolique, je ne vais pas vous redire ce que c'est, mais ça, à un moment, ça a été très à la mode. On en a beaucoup parlé. Il y a eu beaucoup d'études qui montraient qu'en lui-même, le syndrome métabolique était un facteur de risque à la fois de diabète et d'hypertension et de cardiopathie ischémique, et avec des études qui ont par exemple montré que les risques augmentaient en fonction simplement du tour de taille. Plus le tour de taille était élevé, plus on avait de risque de diabète, d'hypertension, de cardiopathie ischémique. Ça a été donc un marqueur de ces pathologies, comme si c'était un syndrome qui était une maladie en lui-même. De la même manière, on a exactement les mêmes réflexions quand on regarde du côté du foie et de la NASH, enfin du MAST, avant que la MASH arrive. Et ben on voit qu'on retrouve exactement les mêmes facteurs de risque qui sont donnés cette fois-ci par les sociétés européennes et nord-américaines et internationales des pathologies. Ben on voit qu'ils reprennent quasiment les mêmes facteurs de risque. Vous voyez, obésité, dyslipidémie, diabète de type 2, hypertension artérielle, et que c'est noté, mais avec une perspective différente. D'où notre intérêt de voir, dans le cadre d'une prise en charge globale, et d'essayer de convaincre les patients et leurs médecins, qui sont souvent un petit peu, comme ça a été dit, font preuve d'inertie thérapeutique, comme on me l'avait dit pour moi. Oh, c'est un petit diabète. Oh, bon, t'es un peu gros, mais ça se voit pas, etc. Moi, j'ai pas de dyslipidémie, sans intégrer l'ensemble. Et assez récemment, on voit qu'il y a des travaux qui montrent qu'en fait, on est dans un rationnel physiopathologique commun avec tout un tas de causes qui font qu'il y a une augmentation mondiale du fardeau de ces maladies métaboliques et donc cardio-métaboliques, parce que ça se termine malheureusement souvent par des problèmes cardiaques, qui sont à la fois dus à une dysrégulation qui affecte la résistance à l'insuline, qui peut être liée à l'obésité, mais pas que, l'homéostasie du glucose, le métabolisme des lipides, les cellules immunitaires pro-inflammatoires, les cytokines. On voit que tout ça, c'est un ensemble. Et sur le tableau à droite, il y a un papier qui est pas si ancien que ça, qui date de 2024, si ma mémoire est bonne, qui essaye de montrer au niveau mondial le poids de toutes ces pathologies avec un tropisme après différent suivant l'expression, on va dire, phénotypique ou de la maladie. Et on voit que le poids de cette maladie et de ce fardeau global des dysmétabolies augmente progressivement. Et vous voyez sur la courbe de gauche, ce qui est en bleu et qui semble augmenter, c'est l'obésité de manière importante. En dessous, vous avez les dyslipidémies. Le diabète aussi augmente, de même que les maladies métaboliques. Mais on voit que
qu'on est en fait dans un ensemble avec un continuum, et puis sur le tableau de droite, ça a été fait région par région pour voir quels étaient le poids respectif suivant les régions du globe, avec, comme ça a été montré tout à l'heure, en fonction des différentes pathologies, que ce soit le DM, le diabète, DAF, les atteintes hépatiques, HDN, l'hypertension, HDL, les dyslipidémies, et l'obésité qui prédomine et qui fait le lit de tout ça. Un autre point important qui me paraît assez récent et qui mérite réflexion, c'est que le prédiabète en lui-même est un facteur de risque indépendant. Jusqu'à présent, on considère prédiabète, vous avez du risque de diabète. Il y a une étude qui a été faite par l'ARIC, qui est une étude prospective qui a été faite sur 30 ans, pour 10 000 patients de 46 à 70 ans qui ont été suivis. Aucun n'avait de diabète au départ. Ils ont été suivis pendant 30 ans. Dans cette cohorte, il y avait 60% de personnes prédiabétiques. Et ce qui est important, c'est de voir qu'il n'y en a que 30% qui ont développé durant cette période un véritable diabète de type 2, avec les chiffres habituels d'hémoglobine supérieurs à 6,5, et que ces personnes ont donc été prises en charge. Mais ce qui est important, c'est de voir que si on prend les risques, le sur-risque des patients au départ, donc on voit qu'il y a un HR, un odds ratio à 1,21, on voit que c'est significatif. Mais si on prend ceux qui n'ont pas développé de diabète, mais qui sont restés à l'état dit de prédiabète, on voit que le risque, il est tout aussi important. Donc on voit bien qu'on a affaire à une maladie métabolique qui n'est pas globale, qui n'est pas forcément indispensable, entre guillemets, de développer un diabète pour avoir tous les risques. D'où notre credo à la fédération de dépister le plus tôt possible le prédiabète, d'autant qu'à ce moment-là, les traitements hygiéno-diététiques, c'est-à-dire non médicamenteux, sont très efficaces. Alors tout à l'heure, le professeur Gouron a fait allusion à cette régression néanmoins de la mortalité cardiovasculaire chez les patients diabétiques de type 2. Ça, c'est un tableau qui est très connu, qui vient d'études qui sont nord-américaines, mais il y a exactement la même sur des cohortes européennes, notamment au Danemark, qui montent au fil du temps que finalement le risque les complications, la mortalité cardiovasculaire chez les patients diabétiques a diminué au fil du temps. Et dans les études, on attribue ça essentiellement non pas au traitement antidiabétique, mais au traitement des facteurs de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire les statines, le traitement d'hypertension, USCRA2 et l'aspirine. Et on néglige le fait qu'avoir quand même régulé, même si on n'avait pas à l'époque ces médicaments nouveaux, pouvait avoir un effet sur ces cardiovasculaires. C'est une des controverses qu'on a notamment avec les médecins généralistes qui, pour certains, beaucoup, notamment ceux qui publient, essayent de dénier l'importance de l'équilibre glycémique, et notamment par la metformine qui est très souvent relayée comme presque un placebo quand on les écoute. Mais en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de preuves ou pas beaucoup de preuves, le professeur Gouron en a montré quelques-unes, de l'efficacité sur la prise en charge par la metformine et ses médicaments, mais néanmoins, il ne faut pas oublier que l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence, et que l'équilibre glycémique est quand même quelque chose d'absolument fondamental, et pas seulement pour des effets de qualité de vie, et je crois que ça a été bien démontré par le professeur Gouron, que l'équilibre glycémique est à rechercher à tout prix chez les personnes diabétiques. Alors j'ai posé cette question à ChatGPT pour m'amuser, qui était est-ce que le traitement du diabète finalement et la diminution de la mortalité cardiovasculaire quelle en est la cause? Ils disent les facteurs explicatifs, ils disent, vous voyez, amélioration des traitements, ce qu'on vient de dire sur les statines, les hypothéliumins, mais ils mettent aussi, ChatGPT dans sa sagesse, que la meilleure gestion du diabète, le contrôle plus strict des facteurs de risque, de la glycémie, du tabagisme, de l'activité physique et de dépistage plus précoce sont sûrement des facteurs qui expliquent également cette baisse de la mortalité cardiovasculaire, d'où la nécessité de pas baisser les bras et de continuer. Alors, pour nous, on essaye de pousser
l'ensemble du système de soins, que ce soit du côté des professionnels et essentiellement d'ailleurs du côté des médecins généralistes, hein, puisque pas oublier que près de 90, enfin 87% des patients diabétiques de type 2 ne voient pas de diabétologue et sont pris en charge par nos confrères généralistes. Et extrêmement important de pousser une prise en charge multidisciplinaire coordonnée, axée sur l'ensemble des axes de la prévention, qu'ils soient primaires, secondaires ou tertiaires. Alors, pour ceux qui m'ont déjà entendu, désolé de reprendre, moi j'ai changé l'iconographie. Vous voyez que les Grecs l'avaient déjà compris. Hein. Hygiée, le Asclépios, le père de la médecine, avait plusieurs enfants. La première fille s'appelait Hygiée, et Hygiée, elle préconisait déjà une alimentation saine, une activité physique. Elle disait, le tabac, elle n'en parlait pas, mais que l'alcool, c'était pas très bon et qu'il fallait lutter contre la sédentarité. Vous voyez, les Grecs avaient déjà tout compris à l'époque. Et en ce qui concerne le traitement, ce qui est amusant, c'est que la deuxième fille d'Asclépios, elle s'appelle Panacée. Hein, c'est elle qui donne les médicaments. Et en prévention secondaire, les traitements, outre le traitement non médicamenteux qui est toujours de rigueur, les nouveaux traitements et l'équilibre diabétique sont des facteurs importants à prendre en compte pour éviter cette inertie thérapeutique dont on a parlé, d'une part pour l'équilibre diabétique, mais aussi pour le traitement des facteurs de risque associés, et d'associer maintenant, c'est les recommandations, quand le phénotype du patient montre ces risques associés, d'y associer les nouvelles molécules qui ont démontré de manière scientifique leur efficacité en termes de prévention secondaire. Et quand on en est à la prévention tertiaire, c'est-à-dire éviter les complications, là aussi, il y a un troisième enfant d'Asclépios qui s'appelle Télésphore et qui, lui, est très axé sur la prévention des complications. Et donc, tout ça, ça a été dit et très bien dit. Donc, on s'est posé une question à la fédération, mais est-ce que toutes ces recommandations et ces traitements, est-ce que c'est réellement bien suivi? Donc, on a fait une étude qui, alors, c'est pas la même porte d'entrée que celle de l'étude qui a été montrée par le professeur Goron, puisque nous, c'est une enquête faite auprès des patients diabétiques de type 2 qui collaborent assez régulièrement avec la Fédération française des diabétiques, hein, à travers notre structure d'enquête et de recherche essentiellement axée sur les sciences humaines et sociales, hein, psychologie, comportementale, sociologique. Donc, on fait aussi des études pour comprendre les comportements des patients vis-à-vis notamment des traitements. Là, on s'est intéressé aux patients qui avaient un diabète de type 2 et leur demander quels étaient, entre autres comme traitement, comme objectif, quels étaient leurs traitements en fonction de leur phénotype, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont gros, est-ce qu'ils ont des antécédents cardiovasculaires, est-ce qu'ils ont des facteurs de risque cardiovasculaires, est-ce qu'ils ont une maladie rénale. Et il y avait des objectifs secondaires que je ne détaillerai pas là parce que je n'ai pas le temps, mais qui étaient d'évaluer l'adhésion thérapeutique des populations particulières en fonction de leur phénotype aux différents traitements. Et puis, on est allé plus dans notre corps de métier, de comprendre les résistances au changement, de comprendre les impacts des pénuries de médicaments, de voir à quelle proportion de patients étaient capables de comprendre et de remplir les informations biologiques, s'ils savaient ce que c'était que la dyslipidémie, l'insuffisance rénale. Et puis, on a aussi essayé de comparer les populations prises en charge uniquement par l'AMG par rapport aux spécialistes. Bon, alors je ne vais pas vous développer cette étude qui a été faite grâce à un partenariat avec l'Alliance Boehringer-Lilly, faite par le Diabète Lab sur plusieurs milliers de patients. Il y en avait 1500 si ma mémoire est bonne. Donc, on est parti des recommandations à la fois de la Société francophone du diabète et de la Haute Autorité de santé qui sont totalement convergentes. La suivante, s'il vous plaît. Et je vais vous montrer les résultats pour gagner du temps. Donc, on avait identifié des populations, comme je vous l'ai dit, avec obésité, avec antécédents cardiovasculaires ou à haut risque et sans complications. La suivante, s'il vous plaît. Et donc, les résultats, c'est que les personnes, donc, en partant des recommandations, les personnes qui avaient un diabète de type 2 et une obésité avérée, il y avait les 2 tiers qui n'avaient pas d'agonisme du GLP-1,
Ceux qui avaient des antécédents cardiovasculaires avérés, les 3/4 n'avaient pas de SGLT2. Ceux qui avaient un haut risque cardiovasculaire, c'est-à-dire à la fois hypertension, tabagisme, âge, etc., les 66% n'avaient ni l'un ni l'autre. Et la suivante, s'il vous plaît. Donc, on voyait. Et si on s'intéressait ce qui est important aussi, au traitement des facteurs de risque cardiovasculaire indépendamment du diabète, c'est-à-dire qu'on avait posé les questions sur antiagrégants, anticoagulants, bêta-bloquants, etc., on voyait qu'un patient sur deux qui avait eu un antécédent cardiovasculaire ischémique n'avait pas de statine, alors qu'il avait un antécédent cardiovasculaire sur deux et du diabète, puisqu'ils ont tous du diabète, bien sûr, que 6 sur 10 qui avaient des antécédents cardiovasculaires n'avaient pas d'IEC ni d'ARA2, et que 3 patients sur 4 qui étaient à très haut risque vasculaire et diabétiques n'avaient pas de statine. Vous voyez, donc c'est assez décourageant de voir l'état des lieux. Et pourtant, on a plutôt une population habituellement très bien traitée par rapport à la norme. Mais en gros, ça correspond tout à fait, je pense, à ce qu'a noté tout à l'heure le professeur Bourron. La suivante, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé de faire pour essayer de remédier à ça? D'abord, il nous est apparu qu'il y avait un problème de relation, peut-être, entre la Société savante de diabétologie et les spécialistes et le Collège de médecine générale qui campaient peut-être sur des positions un peu archaïques ou différentes. Là, on a eu une bonne surprise, je vous le dirai juste après. Donc, on a financé par le FNDS, le Fonds national pour la démocratie en santé, donc des fonds de l'assurance maladie et de la DGS, on a fait un travail conjointement avec la Société francophone du diabète et la Société francophone paramédicale, le Collège national professionnel d'endocrino-diabéto-nutrition et le Collège de médecine générale pour avancer, essayer de se mettre d'accord sur un certain nombre de points. La suivante, s'il vous plaît, qui était réalisée sous forme de fiches qu'on a appelées fiches repères à destination des médecins généralistes et un travail aussi à destination des patients et qui essayait de retracer en trois fiches recto verso, format 21-29-7, donc une stratégie de repérage diagnostique, le premier, une stratégie de prise en charge, et puis une stratégie de prévention secondaire et tertiaire par les dépistages. Alors la suivante, s'il vous plaît. Par exemple, je prends la troisième fiche qui a été faite donc conjointement. C'est le parcours de soins et les examens recommandés pour suivre le bilan du patient diabétique en fonction des recommandations, avec donc tous les examens de routine qui doivent être faits, et puis des contenus avec des questions principales: quand renvoyer vers le diabétologue ou vers le cardiologue, quels examens mon patient doit-il réaliser et à quelle fréquence et quelle prise en charge. Il n'y a aucune innovation, c'est simplement la reprise des recommandations. Et ça a été diffusé à tous les médecins généralistes de France et aux diabétologues, endocrinologues, mais toutes nos excuses uniquement aux libéraux, parce qu'on n'a pas de fichier des diabétos, on n'a pas pu avoir de fichier des diabétos hospitaliers. Et ça a été fait, donc un premier mailing au mois fin février. Ce sera refait un deuxième mailing bientôt et refait un troisième mailing par l'assurance maladie quand son calendrier le permettra. Et par ailleurs, j'ai présenté ce travail en plénière au congrès du Collège de médecine générale fin mars, début avril, dans une salle pleine. Et là, c'est la bonne surprise que j'ai eue en écoutant les présentations des confrères généralistes qui, autant ils mettent toujours en doute l'utilité de la metformine et des autres médicaments ADO, autant ils reconnaissent l'utilité des agonistes des GLP-1 et des GLT2 et recommandent une utilisation précoce et correspondant parfaitement aux recommandations actuelles. La suivante, alors on a fait aussi le travail du côté des patients, bien sûr, puisque c'est quand même notre cœur de métier. Alors on a tout un tas d'exemples de fiches, mais j'en ai pris un qui est plus significatif. On a édité, alors ça va vous paraître ringard parce que c'est un carnet papier,
on a édité un passeport, le passeport diabète, dans lequel il y a sur les différentes pages l'intégralité des examens recommandés, la périodicité, le carnet de vaccination, et qui permettent donc aux patients de suivre où il en est par rapport à ce qu'il devrait faire. Alors effectivement, ça paraît ringard le papier, mais on l'a expérimenté d'abord dans 2 départements et maintenant on le généralise parce que c'est un grand succès. On en distribue beaucoup, c'est distribué gratuitement aux médecins, aux patients bien sûr, mais aux médecins sur simple demande et aux pharmaciens. On les imprime, on les envoie et c'est complètement agnostique, sans aucun, dans l'état actuel des choses, sans aucun financement spécifique d'un industriel ou d'un autre. Alors, petit point assez rigolo, au congrès de médecine générale, on avait un stand pour montrer ça et les vieux médecins, les médecins les plus âgés disaient que c'était ringard d'avoir du papier, alors qu'en revanche, les jeunes médecins étaient très enthousiastes et en emmener avec eux beaucoup. Voilà. Donc, c'est la suivante, s'il vous plaît. C'est le genre d'action qu'on essaye de faire. En conclusion, nous, notre mission est d'essayer d'informer et de former les usagers le plus possible, d'améliorer la coordination avec les médecins traitants, notamment pour les traitements des dyslipidémies, la prévention cardiovasculaire, du fait qu'on constate vraiment qu'il y a une insuffisance de prescription. Alors, on a bien sûr des actions de sensibilisation en prévention primaire le plus tôt possible, y compris à l'école. On intervient à l'école à la demande des collectivités territoriales et on essaye de sensibiliser, comme je vous l'ai montré, les soins primaires à l'ensemble de ces recommandations. Voilà, je vous remercie de l'écoute et je suis désolé d'avoir été interrompu en cours de route. Merci beaucoup pour cette présentation très complète et puis pour voilà, vos 2 présentations se sont bien complétées. Je ne sais pas s'il y a eu de nouvelles questions qui sont arrivées dans la conversation. Dans le chat, non, j'en avais une autre qui était arrivée. Vous y avez déjà un peu répondu, mais peut-être qu'on peut revenir en 2 phrases dessus. C'était comment intégrer la prévention cardiovasculaire dans les consultations diabétologiques, même si certains éléments ont déjà été évoqués. Je pense que il faut déjà cibler le risque cardiovasculaire du patient qu'on a en face de nous en consultation. Donc, il y a de la prévention, comme l'a dit monsieur Jean-François Thébault, à faire à tous les niveaux. Mais ce ne sera pas le même type de prévention. Et donc, il faut vraiment cibler le risque cardiovasculaire de nos patients pour avoir un propos adapté, des thérapeutiques adaptées. Et toute la problématique est là, c'est qu'actuellement, on a des outils qui sont imparfaits dans la prédiction du risque cardiovasculaire et dont il y a tout un pan de la recherche actuelle qui est sur des outils plus précis et plus faciles à utiliser en consultation. Donc actuellement, il y a des outils qui peuvent être assez précis, bien qu'imparfaits, mais assez précis, mais très compliqués à utiliser. Donc en pratique clinique courante, on ne peut pas les utiliser. Et d'autres outils qui sont faciles à utiliser, mais qui sont très critiquables dans l'évaluation du risque cardiovasculaire. Très bien, merci pour votre réponse. C'est tout pour les questions. Monsieur Thébault, on vous entend pas. On a une difficulté. On en a parlé beaucoup, notamment au congrès de médecine générale. C'est qu'est-ce que c'est, comment faire prendre conscience aux patients d'un risque. Autant expliquer l'hémoglobine glyquée en disant voilà, il faut qu'elle soit en dessous de 7, je fais ma prise de sang, je regarde, où ça parle vraiment facilement à l'immense majorité des patients. Autant leur expliquer, vous avez un risque de faire 10% d'infarctus dans les 10 ans. C'est très difficile à faire entendre à beaucoup de personnes qui se disent
Après tout, 10%, ça veut dire 90% qui m'arrive rien, etc. Et donc, on a cette difficulté, nous, avec, et je pense que les médecins généralistes aussi, d'appréhension, de faire bien appréhender par les patients ce que c'est qu'un risque, ce que c'est que le bénéfice-risque. Et c'est quelque chose sur lequel on doit travailler, je pense, pour essayer d'avoir, comme on dit maintenant, les éléments de langage et les arguments pour bien faire prendre en compte ce risque par les patients. On le voit chez ceux qui ont eu déjà fait un accident vasculaire, on voit que le taux d'observance chez ces patients-là est excellent. Quand ils ont fait un accident, quel qu'il soit, un infarctus en particulier, on voit un taux d'observance des traitements qui est bien supérieur, parce que là, on a une conscience du risque. Mais ceux qui ne l'ont pas fait encore, on voit que l'observance, c'était dans l'étude qu'on a faite avec Adéreco, on a vu que l'observance est nettement moins bonne chez ceux qui n'ont que des facteurs de risque. Et là où elle est moins bonne, c'est chez les personnes en état d'obésité qui ne prennent pas conscience non plus du facteur de risque que peut représenter cet état, indépendamment de leur surcharge pondérale. C'est une difficulté qu'on a, sur lequel il faut travailler, je crois. Pour rebondir, il y a peut-être des outils justement qui peuvent faire prendre conscience plus facilement aux patients du risque cardiovasculaire. Et nous, on utilise le score calcique coronaire assez facilement dans notre population suivie en diabéto à la Pitié. Et c'est vrai que c'est un examen d'imagerie, donc avec un résultat objectivable. Et on voit en fait sur les artères les calcifications. C'est quelque chose qui est objectivable. Et c'est peut-être un des outils sur lequel peut s'appuyer l'éducation thérapeutique pour faire prendre conscience de ce risque cardiovasculaire. C'est peut-être plus parlant que une équation de risque qui va vous donner un risque à tant de pourcents, effectivement, qui ne veut pas dire grand-chose dans l'absolu. Donc ça peut Non, être vous avez des outils raison. comme ça. Chez quelqu'un de jeune qui devrait avoir un score calcique nul, c'est efficace, mais quand on arrive à un certain âge, de toute façon, il ne sera pas nul. Remarquez, ça peut effectivement, c'est à creuser. Le problème, c'est le coût quand même pour le généraliser, mais dans cette période-là, oui, non, mais c'est intéressant comme réflexion. L'autre inconvénient qu'on mesure, c'est après l'escalade iconographique, quand on a vu des calcifications qu'on redoute un peu. Hein. Encore une fois, dans mon cas personnel, mon cardiologue, Gabriel Steck, pour ne pas le nommer, ne m'a pas fait faire de score calcique ni de coroscan, parce qu'il m'a dit, de toute façon, tu as le traitement, et quoi qu'on trouve, on va pas aller plus loin. Donc, c'est aussi... Non, c'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup pour vos interventions. S'il y a plus de questions, on va clôturer en fait cette visioconférence. Alors, qui clôture aussi en fait le cycle de visioconférence de la Semaine nationale des maladies cardiométaboliques. Merci beaucoup. Si je peux, une dernière intervention. Allez-y. Oui, un plaidoyer pro domo. Là, c'est la Semaine nationale des maladies cardiométaboliques. La première semaine de juin, c'est la Semaine nationale de prévention du diabète, qui est organisée par la Fédération française des diabétiques, comme tous les ans, la première semaine de juin, avec un thème. On a passé en thème, systématiquement en revue tous les thèmes, tabac, hypertension, dyslipidémie, insuffisance coronaire. Cette année, c'est l'aspect génétique et héréditaire. De sensibilisation chez les patients. Cette semaine a lieu partout en France, dans les territoires, avec une chose dont on n'a pas parlé encore, qui pour nous est très importante pour dépister le risque de diabète. Le risque de diabète, c'est le FINRISC, voilà, qu'on utilise l'Argamanu. Et merci de nous avoir invités encore une fois. Et merci beaucoup de votre intervention. Merci aussi, professeur Bourron. Et on vous donne rendez-vous pour une prochaine visioconférence l'année prochaine. Merci de l'invitation. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et merci à tous pour votre attention. Au revoir. Au revoir. Au revoir.